Aujourd'hui, dans Réseau, nous avons des invités. Nous recevons 2 représentants d'un site très important dans le rap et l'internet français. Et je dois l'avouer, très important dans ma vie, à moi aussi, c'est l'ABCDR du son qui depuis plus de 20 ans existe grâce à des passionnés de rap et pour les passionnés de rap. Et l'équipe sort son 2e livre sur la décennie 90, sorti hier aux éditions Marabout. Avec nous pour en parler, on a un OG de l'ABCDR, c'est Zo. Comment ça va, Zo ? Ça va et toi ? Ça va plutôt pas mal. Mais on a aussi un rédacteur régulier, la Next Gen, un peu le Wire Zahir Emery de l'ABCDR, Brice Bossavi. Plus Marcus Thuram que Wire Emir. Tu as choisi ton camp, mais ça me fait plaisir. Bienvenue à vous dans Réseau. Et on vous accueille pas avec n'importe quoi, avec l'instru de Souni MC sur le boulevard du Rhythm Funky. Bon les gars, Guérin l'a dit, hier est sorti votre 2e livre. Le premier, c'était déjà il y a 4 ans, L'Obsession Rap, un recueil de dizaines d'interviews et d'articles pour dresser un portrait du rap français actuel, dans ses nuances et ses multiples facettes. Le 2e s'appelle donc 1990-1999, une décennie de rap français. Un retour sur la période qui vous a le plus influencé. 256 pages d'archives, de portraits, de témoignages, de chroniques, d'albums. Zo, un livre comme celui-ci, ça représente combien de temps de travail ? Si on parle en exécution, c'est à peu près 1 an. Après, il y a aussi comment tu y penses, tu le théorises un peu, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Ça a vraiment commencé assez rapidement après l'Obsession Rap, en fait, en 2020-2021. Mais on s'est vraiment mis au boulot de théorisation complète et d'écriture à la fin de l'année dernière. Ouais, et c'est un énorme travail. Vous avez récupéré plein d'articles. Ça doit être de replonger dans vos archives comme ça. C'est un travail de titan. Ouais, un peu. Après, on connaît bien le site et on est une équipe d'une 15aine de personnes, donc on se bat qu'entre nous, si tu veux. Mais ouais, il y a un peu de boulot, surtout que les archives, on essaye de les réécrire pour qu'elles soient mieux que sur le site. Il n'y a pas que des archives aussi, il y a des trucs inédits dans ce bouquin. Hein. C'est pas qu'un bouquin d'archives, c'est un mélange des deux. Mais ouais, il y a tout ce boulot-là. Après, ça part de ces articles, une année de rap français qu'on avait fait. C'était des rétros sur les années 97, 98, 99. Et en fait, là, dans le bouquin, ça va de 90 à 99. Et 91, 92, 93, 94, etc. On ne les avait pas faites. Donc, il y avait aussi du boulot, pas seulement d'archives, mais d'écriture, ouais. Et alors, ce livre, c'est une machine à remonter le temps. Les chapitres, tu l'as dit, sont les différentes étapes de la montée en puissance du rap en France. Ça démarre. Je vais résumer un petit peu grossièrement. Ça démarre à la compile Rap Attitude, 95 ans, premier album du Ministère Amer, pour arriver à Sayan Supacrou et 113. Il y a aussi plein d'anecdotes. J'ai envie qu'on revienne sur certaines, comme par exemple celle-ci qui concerne ce son-là. Le Mia. Je danse normalement là. Vous êtes en train de danser en imitant un verre de whisky Coca dans les mains. On est chaud. Donc le Mia, le single d'Ayam sorti fin 93 et 2e single le plus vendu en France en 1994, juste derrière Néné Chéri et Youssou N'Dour. Un moment fondamental dans le rap français, le Mia, mais qui n'a pas forcément été bien vécu par Ayam. En 2 temps en fait. Quand ça pète, ils sont contents. Ouais. L'album marche pas trop, tu vois, ça sort, ils se disent c'est cool, enfin il se passe un truc avec notre musique qui dépasse le milieu rap, si tu veux, parce que Ayam était déjà très identifié dans le milieu rap, évidemment. Ouais. Mais rapidement, en fait, d'ailleurs, c'est ce que dit Eric Mandel, qui est le biographe d'Akhenaton dans le bouquin, c'est se rendre compte que ça devient un son de mariage, tu vois. Et quand ton son, ça devient un son de mariage, généralement, c'est un peu dur à vivre. Surtout dans le rap des années 90. Surtout dans le rap des années 90. On te classe dans la variette, quoi. Ça se met en salle polyvalente bien fort. Et puis, tu vois, il y avait quand même plein d'autres thèmes dans Ayam et être résumé à un truc un peu humoristique, même si ça fait partie de leur signature sonore. Je pense que c'est pas juste être résumé, ça devient réducteur. Donc ils l'ont plus joué sur scène pendant des années et des années. Ils ont voulu s'en affranchir. Ils en ont parlé dans Rest Underground, tu vois, qui est une vraie réponse à ça, sur les critiques aussi du milieu rap, justement, qui avait dit Ayam avec le Mia, il y avait le truc des ballons sauteurs chez De Chavannes aussi. Enfin là voilà, on va remonter un peu plus loin. Mais ouais, donc il y a cette réaction là où effectivement ils le vivent pas super bien, quoi. Et pendant combien de temps est-ce qu'ils le jouent pas sur scène, tu sais? Si ma mémoire est bonne, 13 ans. Pendant 13 ans. À vérifier dans le bouquin, mais si ma mémoire est bonne, 13 ans. Plus de 10 ans, j'en suis sûr. Ouais, non mais après c'est un peu compréhensible quand Ayam t'as sorti Ombre et Lumière, un double album, il y a des morceaux hyper forts. Bah il y a Sachet Blanc par exemple, tu vois. Sachet Blanc, Femme seule, il y a plein de sujets, tu parles et là on te dit hey, le Mia, Stan Smith au pied, le regard froid. Pas de pacotille. Pas exactement.
On a aussi dans le bouquin, donc ça, cette histoire elle est racontée dans le bouquin, on a aussi dans le bouquin un retour sur un type de morceau qu'on voit plus beaucoup, et là je peux te dire que c'est pas devenu un morceau de mariage, ou alors si c'est passé à ton mariage, c'est que ton mariage fallait partir. C'est 11-30 contre les lois racistes. Yes. Zo, est-ce que tu peux rappeler ce que c'était que ce morceau et en quoi ça a été un moment important? Waouh, c'est compliqué en plus avec l'instru qui part là. Je vais freestyler. Allez, Allez. Non, surtout pas. Alors, en gros, déjà, si on parle juste musique, c'est le Pussycut le plus. Enfin, c'est pas un Pussycut, mais c'est le morceau collectif le plus marquant à l'époque du rap français. Il y a toutes les têtes dessus et qui viennent en fait en réaction Loi Debré et Pasqua. Les années 90, souvent aujourd'hui, on les idéalise un peu. Tu vois, c'était les couleurs, l'insouciance, le mur de Berlin qui est tombé, Ouais. le bon côté du capitalisme, soi-disant. En fait, c'était assez hardcore les années 90, Ouais. quand on y repense, tu vois. Et un des gros symboles en France de cette période, c'est les lois Debré et Pasqua. Et là, il y a tous ces rappeurs qui viennent, les Fab, même Ménélique, tu vois, Ouais. qui lâche un couplet d'ailleurs, pas du tout dans l'habitude qu'on avait de l'entendre. Et AKH, etc. Bon, Fab avec ses panneaux sont tellement sales qu'il me faut penser à Brigitte Bardot, tu vois. Voilà. Vous aurez des problèmes à cause de moi, désolé. Aucun Mais non. problème. Et ouais, ce morceau-là, en plus avec cet instru tellement spécifique des frères Koutzer, donc White Spirit, de Cercle Rouge, avec aussi Jean-François Richet et Madge qui sont derrière C'est ça, c'est le toute la pensée du morceau. Ouais, c'est le le ré- réalisateur le de Ma réalis- Cité va craquer. Le réalisateur de Ma Cité va craquer, qui est aussi au cœur de ce projet. Et tout ça donne en fait une vraie photo de l'engagement politique auquel il ne faut pas résumer le rap, mais que ce rap-là savait faire. Et là, en plus, c'est genre un all-star game, en fait, Ouais. tu vois. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont à raison jugées racistes, les lois Pasqua, Debré sur l'immigration. On n'a plus le droit de recevoir des gens, il faut demander des autorisations Bien pour sûr. faire rentrer des gens de sa famille quand ils viennent d'un autre pays. Et là, en quelques heures, tous les meilleurs du rap français se retrouvent et font un son en réaction. Est-ce qu'on sait à peu près ça a pris combien de temps pour que tout le monde se retrouve? Alors, je veux pas te dire de bêtises, donc je donnerai pas de date, mais je crois que ça a été assez vite. Hein. Ouais. Franchement, ça a été assez vite. Les gens m'ont répondu présent. Il y a cette intro avec Madge et Jean-François Richet, où en plus ils posent le truc de façon très politique, tu vois, dans le bon sens du terme. Tu sens toute la culture politique, notamment de Maître Madge, tu vois. Et je pense que tout le monde a suivi, et tu sens aussi que les mecs ont eu carte blanche. En fait, ils devaient pas faire le tract politique qu'on peut attendre en entendant l'intro. Et ça a été assez vite de mémoire. Après, je veux pas dire une bêtise à l'antenne, mais ça a été vraiment rapide, ouais. Ouais, et ça rappelle aussi d'autres morceaux du patrimoine français, comme juste après les élections en région PACA, je sais plus, c'était les élections départementales, il y avait eu le morceau Manifeste qui avait été fait en une nuit par Shuriken et AKH, sur l'album, et qui est présent sur l'album de Shuriken Où je vis, et qui a un morceau assez, moi je préfère ça à Demain c'est loin, je l'ai dit, j'en ai rien à foutre. C'est une masterclass. Puisqu'on est sur le patrimoine français et la décennie 90, je me demandais, vous avez pensé quoi de la série Arte Le Monde de demain sur l'ascension de NTM? Alors, je vais peut-être laisser Brice répondre parce que moi, je ne regarde pas de série. Oh Du tout. D'accord. Vraiment. Bad. Ben, il y a eu des bonnes critiques. Moi, ça m'a paru assez fidèle à ce qu'était vraiment NTM. Et de ce que j'avais lu aussi, il y avait eu aussi un travail un peu d'archives, de recherche documentaire avant de le faire. Donc, j'ai trouvé ça assez fidèle, ouais. Okay. D'ailleurs, le travail de documentaire, c'est quelque chose qui s'exporte de plus en plus aussi sur Internet avec YouTube notamment. Je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui en font. Globalement, du coup, Zo, je sais pas si du coup, tu vas aussi regarder du YouTube ou pas, mais est-ce que vous consommez un peu ce genre de contenu et qu'est-ce que vous en pensez globalement? Moi, je me bute à ces contenus-là sur le rap, que ça soit Viens on discute, Le Rap en Mieux, Potager, Eden LZ. Je trouve que, pour moi, les youtubeurs rap font de plus en plus de journalisme en fait aussi. Parce que faire une vidéo de 50 minutes entière où tu analyses un album de Luigi, c'est de la critique et de l'analyse. Je trouve que le niveau a beaucoup augmenté en fait chez les youtubeurs rap, et j'écrivais récemment à Potager pour lui dire, pour le féliciter pour sa vidéo sur l'album de Luigi, parce que j'ai moi-même qui ai poncé cet album et j'ai découvert vraiment plein de trucs, et c'est sûr qu'il a fait un travail de recherche de sources, d'informations qui est comme un journaliste musical en fait. Je trouve que le niveau a beaucoup augmenté sur le YouTube rap ces dernières années. Zo,
Un mec qui, pour rester dans le thème du bouquin, un mec qui fait aussi un super boulot, c'est La Formule Secrète. D'ailleurs, on voit un peu la référence aux années 90 à Assassin, etc. Qui lui aussi décortique des albums et qui a aussi sorti un documentaire sur la caution, sur Asphalte Hurlante, qui est passionnant et vraiment, lui, il fait un super boulot. Et notamment pour les gens intéressés par les années 90, mais pas que. Il s'intéresse aussi beaucoup au rap qu'on va qualifier d'indépendant d'aujourd'hui. Il y a vraiment des super contenus et c'est ultra taffé, ultra léché. Et il écrit vachement bien. Il a une vraie écriture audiovisuelle vraiment ultra carrée. Alors big up à tous ces youtubeurs, Le Potager, Formule Secrète, Eden LZ, le Rapon vient on discute. Il y avait Raska aussi qui de temps en temps s'essaye au format documentaire. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien dans le réseau, on parle du livre de l'ABCDR du son 90-99, une décennie de rap français, avec 2 membres, Zo et Brice. Le bouquin est dispo depuis hier, et vu qu'on est dans le réseau, pour la sortie du livre, d'ailleurs, j'ai remarqué que sur le site de l'ABCDR et sur vos réseaux, vous publiez des articles avec vos morceaux les plus marquants de l'époque. On retrouve des classiques comme Original MC d'IDLJ. Formation de combat. On a aussi Arsenic avec Baltrap, un morceau extraordinaire avec l'entrée de Lino 3 Makakatakalaka. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur les réseaux de l'ABCDR aussi, parce que c'est une manière très cool de se faire une playlist en lisant le livre, parce qu'en feuilletant le livre, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est de foutre un putain de CD et d'écouter du son. T'as dit un CD? Ouais, j'ai dit un CD. Voilà. Je suis Raphaël Dacruz aujourd'hui. Je dis disque, je dis tout ça. Alors c'est aussi une bonne manière de découvrir de l'ABCDR si vous connaissez pas, parce que c'est un livre, mais c'est aussi un site internet qui existe depuis 24 ans, une aventure numérique et rapologique. Il a révélé des noms qu'on connaît dans le rap, un peu un centre de formation. Je pense à Mehdi Maizi, Raphaël Dacruz, qui est toujours actif d'ailleurs dans l'équipe, mais aussi Narges Bahar, qui a travaillé ici et qui est aujourd'hui chez Deezer. On y lit des articles de fond, des interviews fleuves. Il y a 0 pub sur le site. Qui vous finance? Qui vous paye? Brice, comment ça marche? La France veut savoir. C'est la passion. Écoute, le meilleur des argents. Bon, ça sert pas à manger grand chose, mais ouais, on est tous bénévoles depuis le début, et effectivement, pas de publicité sur le site aussi. Et en fait, c'est une activité qu'on fait tous sur notre temps libre, le soir, le week-end. C'est ce que je voulais dire aussi quand on parlait du bouquin, c'est que ce livre, il a été écrit sur notre temps libre, mais un peu temps libre plus, le soir, le week-end, tout le temps. Donc c'est encore plus une prouesse, je trouve. Et ouais, moi, par exemple, je suis journaliste, et l'ABCDR, je le fais sur mon temps libre quand j'ai vraiment envie d'aller voir un rappeur, que j'ai envie que ça fasse la longueur que je veux. C'est un peu un espace de liberté, en fait, aussi pour nous. Parce qu'effectivement, pour les gens qui ne connaissent pas, on fait des interviews de 40 000 signes où on raconte toute la vie d'un gars. 40 000 signes, c'est un très très long article. Effectivement, c'est beaucoup de pages. C'est-à-dire que là, quand vous scrollez bas, ça dure longtemps. Voilà. Mais ouais, le but, c'est de garder un peu aussi un peu archivé, en fait, le rap français, parce que c'est une musique qui, à ses débuts, n'a pas toujours été documentée, en fait. Même s'il y a eu des ouvrages, je pense à Karim Amou, etc. Mais il y a eu peu de livres jusqu'à 2015 environ. Donc avec l'ABCDR aussi, l'idée c'est de faire des articles qui ont aussi un intérêt quand on y retourne 10 ans plus tard. Que ça serve pour garder vraiment une trace de la vie des gens qui ont fait le rap français et américain, quoi. Parce que c'est un site qui est fréquenté, et c'est pour garder la liberté, donc vous refusez tout type de monétisation. Oui, c'est aussi pour faire ce qu'on veut et ne pas trop penser à une logique financière. Parce que sur le web, j'ai l'impression, par rapport à d'autres expériences passées, que quand on commence quelque chose bénévolement et qu'à un moment on se dit on va essayer de gagner de l'argent, si ça marche pas, je trouve que ça démotive un peu tout le monde, parce ça m'est arrivé une fois sur un autre site, et c'était un peu dur à vivre. Donc je pense que c'est mieux de se dire ça va tout le temps rester bénévole, et on n'aura pas d'ambition de générer de l'argent, parce que ça peut casser quelque chose quand ton site que tu fais par passion, tu te rends compte qu'il marche pas assez pour gagner de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça, et la pression va t'obliger à traiter des sujets que tu n'aurais pas forcément traités, tout ça pour faire rentrer la thune, quoi. C'est ça, exactement. Et je pense qu'on veut s'éviter ça.
Alors, tu parles de passion, tu parles de temps libre. Toi, tu es journaliste. Zo, tu es de formation. T'as une formation aussi un petit peu, de journaliste. Mais quels sont les profils dans la rédaction? Combien vous êtes? Et comment on fait pour recruter des talents? Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent très bien, qui font quand on leur dit viens, on va te payer rien. Je peux très bien t'en parler parce que cette année, on a fait un peu une campagne de recrutement où on a intégré 7 nouveaux rédacteurs. Et donc dans la rédaction, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui ne sont pas du tout journalistes. Et là, pour la première fois, je crois, on a fait en début d'année un espèce d'appel public où on a dit voilà, on cherche des nouvelles personnes pour écrire. On a reçu 150 mails environ. J'ai répondu à tout en essayant à chaque fois d'avoir un peu une réponse un peu personnalisée. Et ce qui était cool, c'était de voir qu'il y avait plein de gens passionnés qui ont des métiers très différents, que ce soit des profs, des gens qui travaillent dans la com, des gens qui ont un travail qui n'a rien à voir avec l'écriture ou etc. Et donc c'est vrai que il y a des journalistes mais aussi des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, et je trouve ça intéressant aussi d'avoir des gens comme ça dans la rédaction qui sont pas dans le milieu du journalisme rap et aussi pas que à Paris, dans 4 coins de la France. Donc c'est une rédaction assez diverse sur ce point, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est sur le côté bénévole, c'était dit dans l'annonce que c'était bénévole, donc les gens savaient en répondant que. Oui, j'imagine voilà. que vous leur dites rémunération attractive, rien. Surtout dans cette campagne, on a vu pas mal de gens aussi qui ont, comme moi d'ailleurs, en fait, avant de rejoindre la rédac, qui ont été ados et qui ont lu l'abécédaire et qui du coup avaient aussi envie de leur côté d'amener leur pierre à l'édifice. Et donc on a eu aussi des messages qui étaient assez touchants de gens qui disaient voilà, moi j'ai découvert plein de choses grâce à vous, et aujourd'hui j'ai un peu envie de vous aider aussi. Donc ça nous a vraiment fait plaisir aussi cette campagne de recrutement pour ça. 150 candidatures, c'est cool. C'est trop cool. C'est super. D'ailleurs en interne, comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des logiques de rendu où chacun poste un peu comme il peut ou veut, vu que vous êtes bénévole? Non, tu postes pas comme tu veux. Par contre, tu fais les sujets que tu veux. En fait, on a un petit espace de rédaction virtuel. On n'a pas de bureau où on se tient au courant de ce que chacun fait. Et puis, comme on se connaît tous bien, on discute aussi entre nous. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est les publications, on agence, si tu veux. Voilà. À un moment, il y a des gens qui coordonnent. C'est plus de la coordination que de la rédaction en chef, parce que chacun est un peu le rédacteur en chef de son propre article. Tout le monde a le droit de regard dessus, évidemment, mais je veux dire, le mec qui fait l'article, c'est son propre rédac-chef, tu vois. Et après, par contre, au moment de la mise en ligne, là, effectivement, il y a toute une coordination pour voir à quel moment c'est bien de le sortir, qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après, etc. Par contre, des fois, c'est sûr qu'avec le bénévolat, on a des périodes où, pendant 10 jours, on galère à sortir un papier, tu vois. Et à l'inverse, des fois, on ne sait pas pourquoi, on a un embouteillage de papier à une période. C'est un peu ce qui fait pas la magie, mais le charme du truc, on va dire. Ouais. Par contre, vu que c'est du journalisme bénévole et de passion, à 99%, tu peux écrire sur ce que tu veux. On va pas discuter de qui tu veux interviewer. Si tu veux aller et que tu trouves intéressant, tu peux y aller, vu que c'est un peu la rétribution, quoi, derrière. Alors, vous parlez de papier et vous pouvez dire ce que vous voulez. Une chose qu'on reproche aux médias rap, c'est de ne pas forcément avoir d'analyse critique. Vous parlez de musique que vous aimez, mais pas forcément de celle que vous n'aimez pas. Est-ce que vous comprenez, parce que je dis les médias rap, vous, mais d'autres évidemment, et pourquoi ne pas avoir cette approche forcément critique? Et c'est trop compliqué? Je comprends cette critique. En fait, c'est pas pour me réfugier derrière ça, ni faire du romantisme, mais en fait, quand tu es bénévole, que tu fais ça sur ton temps libre, tu vois pas trop l'intérêt d'aller chercher un truc que tu vas dégommer. Tu vois, t'as envie de parler de ce que t'aimes, t'as envie de partager ce que t'aimes. C'est ton temps libre, t'as envie d'aller voir un artiste que tu kiffes, t'as pas envie d'aller voir un artiste pour te lui dire attends, ton disque là, franchement, ça a merdé, etc. quoi. Déjà, il y a ça, c'est tout bête, mais en vrai, ça compte vachement. Ensuite, il y a quand même dans nos podcasts, on a des avis assez divergents, on est rarement tous d'accord. Là, on se prive pas d'ouvrir nos grandes gueules avec nos voix graves. Tu parles pour toi? Notamment, ouais, même si moi je parle de moins en moins. Et il y a les papiers de fin d'année aussi, les bilans. Alors là, on est un peu plus à la traîne depuis 2 ans parce que c'est un peu compliqué de les faire comme on voudrait les faire, même si on fait quand même des choses où là, on s'autorise des papiers, on va dire plus
plus éditoriaux, dans le sens sur des phénomènes, sur des trucs qu'on a observés, où on va dire voilà, là il se passe quelque chose, etc. On n'est pas forcément d'accord. Manu avait fait un papier sur les violences sexuelles dans le rap. Moi j'avais fait un papier sur la façon dont était traité Eminem sur les réseaux sociaux et par les médias justement. Voilà, donc on s'autorise quand même à faire ça de temps en temps. Mais c'est sûr que quand tu es bénévole, en fait ce que tu veux, c'est partager la musique que t'aimes. C'est un esprit un peu fanzine et tout le monde n'est pas cher Get Busy qui a des gifles à distribuer toute la journée, c'est sa grande passion quoi. Mais c'est vrai qu'en fait on a un podcast trimestriel où on parle de l'actualité du rap français et du rap américain, c'est 2 podcasts séparés et je trouve qu'on a trouvé en fait dans le format podcast un espace un peu justement où on peut aussi donner des gifles. Donner des gifles, des gifles constructives, des petites tapounettes, des petites pichenettes, voilà. Où on parle, des fois on se dit entre nous, alors ça c'est pas forcément un artiste qu'on écoute ou qu'on a aimé forcément, mais c'est intéressant qu'on en débatte et du coup là ça nous permet le podcast en fait aussi de faire de la critique dans une mesure c'est vrai moindre que sur le site, parce que faire une critique écrite quand même c'est du temps, de l'énergie, enfin pour bien le faire ça faut s'en imprégner quoi. C'est ça, faut que ce soit solide aussi derrière, faut vraiment connaître l'artiste, son travail et savoir de quoi on parle quoi. Voilà. Donc si c'est pour s'infliger des semaines d'écoute d'un truc qu'on n'aime pas, c'est vrai que c'est pas facile. Par exemple je ne sais pas. Voilà. Bon, juste dernière question avant de passer au radar de Tasio. Vous allez à la rencontre aussi de rappeurs un peu partout pour faire des interviews. On sait que parfois ça peut être bourbier ou inattendu. Il y a des médias, on pense à l'appel de Rof chez Bouscapé par exemple. Est-ce que vous avez des moments comme ça, des anecdotes d'interviews chelous ou des trucs que vous avez jamais publiés parce que c'était bizarre, un truc comme ça qui vous est arrivé en 24 ans d'existence? Non, des trucs chelous j'en ai pas eu, enfin des trucs chelous j'en ai eu, mais des trucs que j'ai pas publiés ou alors des vrais gros bourbiers j'en ai pas eu tant que ça. J'ai eu des fois des incompréhensions. Je vais te citer plutôt un truc marrant, même si en vrai c'est un peu dur. Quand j'ai fait Fréco Dingue d'ATK avec son assos de Dingo, c'était genre début janvier, il faisait -4 à Paris, on a fait ça dans la rue à 23h à quelques dizaines de mètres de la place Stalingrad. Et à un moment, Fréco disparaît, me fait « Attends, faut que j'aille faire un truc ». Je connais bien le quartier, je le vois partir dans une ruelle à droite, je sais qu'il n'y a rien dans cette rue. Et le mec revient avec une bouteille de William Peel. Et je crois qu'en fait, et c'est là où c'est pas forcément que marrant, mais c'est un peu magique aussi, je crois qu'il cachait des bouteilles de William Peel sous les voitures dans la rue, dans le quartier. On est dans Réseau, donc quand même, avant que Tasio prenne la parole, je suis obligée de vous poser la question. Est-ce que vous avez vu un changement sur la manière de faire du rap avec l'apparition des réseaux sociaux? Ouais, grave. Surtout sur le rapport aux médias, justement. La Brice pourra plus en parler que moi, ça rejoint la question que tu viens de poser. Après, je pense qu'il balancera pas de nom. Mais il y a une espèce de... les rappeurs, là, ils sont devenus contrôle fric. Tu vois, avant, tu te prenais des coups de pression a posteriori. Tu disais un truc, le mec, il venait te voir, il te disait « Ouais, non, t'écris plus jamais ça, voire peut-être des fois des choses un peu plus tendues. » Tu t'embrouillais, quoi. Aujourd'hui, c'est genre... Ouais, mais je sais pas, il faut que je sois pas trop présent parce que j'ai mon album qui sort, il faut que je dose mes apparitions, que je sois rare et des machins, des trucs, etc. Et même des fois, on a l'impression d'être un peu snobé, en fait, tu vois. Parce que les gars sont vraiment dans le calcul et ils sont dans des formats courts, du fast entertainment, tu vois, des questions faciles, ils prennent plus de risques, ils se méfient vachement, alors que franchement, on n'est pas là pour les piéger, on est là pour parler de musique, tu vois. C'est pas dans la musique en fait que les réseaux sociaux ont influencé les rappeurs, c'est plus effectivement dans leur communication et leur manière de se promouvoir. Et là, on le voit en plus beaucoup là ces 2 ou 3 dernières années avec les collaborations avec des gens de Twitch, des gens de YouTube. C'est un peu 2 mondes qui se rapprochent parce qu'à la base, c'est vrai qu'ils ont quand même des points communs, je trouve, sur le côté créer son truc de son côté sans être forcément calculé par les médias établis. Et je trouve ça cool là, de voir des rappeurs sur ces réseaux-là. Mais c'est vrai que des fois, les rappeurs aujourd'hui, en même temps, je peux comprendre quand tu es suivi par 200 000 personnes sur Instagram. Aujourd'hui, les rappeurs réfléchissent beaucoup à l'image d'eux-mêmes, de qu'est-ce qu'on va en penser si je vais là, si je fais ça, etc.
Et des fois, ça gâche peut-être un peu la spontanéité sur certains trucs, quoi. Donc, qu'est-ce que vous diriez un peu comme Gizmo, c'était mieux avant? Il y en a qui disent que le rap c'était mieux avant. Moi je dis que c'était juste mieux avant que t'arrives. Non, le rap c'est toujours mieux demain, je trouve. Parce qu'il y avait quel aussi... démago. non, non. Je savais qu'il fallait pas que je vienne avec ce mec. Bah désolé. Moi, musicalement, tout ce qui se fait avec la nouvelle génération, je trouve ça génial. Et je pense qu'il y avait aussi des trucs nuls dans le rap des années 90. C'est vrai. Viens me taper, Zo, vas-y. Non, c'est vrai. Donc non, c'était pas mieux avant, mais c'est juste que c'est différent. Mais par contre, pour faire du journalisme aujourd'hui, peut-être que c'est un peu moins bien parfois, parce que les artistes donnent moins d'interviews, etc. Bien, merci beaucoup. On est en retard, mais c'est pas grave. C'est le radar de Taziar. Toute l'actu des réseaux avec Guéran, Laurence et Tazio. Du lundi au vendredi. Les gars, pour finir cette émission, on vous laisse entre les mains de celui qui a repéré des contenus sur les réseaux. C'est le radar de Tazio. Alors on va passer à un premier extrait d'un classique de l'internet français, et ça tombe bien parce que c'est passé chez vous, chez l'ABCDR du son. C'est pas possible. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont 3 mecs, en fait. Ouais, ok, si tu veux. Alors cette vidéo a fait le tour de l'internet français, c'est devenu un mème assez iconique pour se moquer de quelqu'un qui est un peu sûr de lui alors qu'il se trompe. Mais vous, est-ce que en tant que média, ça a eu un impact déjà sur votre existence, et quel regard vous posez sur cet extrait après ces quelques années qui sont passées? Et là, il faut dire qui c'était quand même dans Oui, l'extrait. C'était Rof et Yerim lors de Yerim. l'émission de l'ABCDR du son sur Dailymotion qui recevait Rof. Voilà. Ah, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur IAM tout à l'heure, c'est qu'en soi, c'est cool d'avoir des séquences comme ça, parce que ça prouve que les émissions ont aussi, et que même les artistes, des fois, ont des failles et tout. Mais c'est hyper réducteur. Rof, il a une culture peura de ouf, franchement, tu vois. Et je vois le nombre de gens qui se foutent de sa gueule sur les réseaux en disant ouais, mais le mec, il y connaît rien et tout. Non, mais attends, il savait plein de choses sur le rap du Sud, etc. avant nous tous là ici, avant le 98 voire 99% des gens qui nous écoutent, quoi. Donc bon, là-dessus, il s'est planté, ça arrive. Faut faire la part des choses. Voilà. Cet extrait est marrant, mais ça veut pas dire que le gars se connaît pas. C'est exactement ce que tu dis. C'est un peu le problème avec les mèmes, quoi. C'est que vu que c'est sorti du contexte, on résume que ça. Alors que si ça se trouve, l'émission entière, il y a une émission entière de 50 minutes où Rof cite des tonnes de noms de rap américain aussi, quoi. Et dans laquelle il s'est même donné sur son parcours, Ouais, tu vois. Ouais. C'est une des rares interviews où il dit beaucoup de choses. Mehdi, Yerim et tout l'ont vachement bien fait parler, etc. Donc voilà, moi le même il est marrant, c'est sûr. Tu vois, j'ai de l'affection, mais bon, ouais, voilà quoi, c'est pas cool pour lui quand même d'une certaine manière. Je vois ce que tu veux dire. Prochain contenu qui nous vient d'une interview menée par Flub, qu'on a d'ailleurs reçu dans l'émission auprès du fondateur du média World Mag. Les gens ont tendance à vanner les médias Twitter rap, tu vois. Parce que il y a une époque où fallait lancer son compte média rap, tu vois. Ouais. Tu mettais une pépé d'Amso ou de Nekfeu. Exact. Et tu faisais des TT tout le temps. Exact. Les top tweets pour les mots TT. À une époque, on disait qu'il y avait un nouveau média rap qui émergeait chaque semaine. Aujourd'hui, la tendance s'est clairement stabilisée. On n'y est plus non plus à ce point-là. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène qui a été super important, et quel regard est-ce que vous portez sur ces médias qui sont très jeunes dans leur tonalité et leur regard? Il y a eu beaucoup de médias qui se sont créés parce qu'il y a eu un nouveau public qui est né à partir de 2015 avec des passionnés qui ont eu envie aussi, via les réseaux sociaux, de parler aussi de eux-mêmes de ça. Enfin, moi, je relie beaucoup ça aux comptes, un peu les comptes fans d'artistes, qui sont des gens qui sont juste passionnés d'un artiste et qui se mettent à en parler. Après, c'est vrai que le mot média, pour en parler, des fois, je suis pas totalement sûr que tous soient des médias, dans le sens où c'est effectivement des relais de l'actualité, mais il n'y a pas vraiment forcément de fond. Et même le concept d'être un média qui est uniquement basé sur un réseau ou 2 ou 3 réseaux sociaux, c'est un peu spécial, parce que c'est vrai qu'on avait un débat là-dessus il n'y a pas longtemps en interne. Du jour au lendemain, si Twitter décide de fermer ton compte, tu n'existes plus, quoi. Et c'est vrai que ça a participé aussi à la montée des débats sur il n'y a plus de critiques dans le rap, etc. Parce que beaucoup de médias rap aujourd'hui sont des relais des infos, mais pas forcément des gens qui décryptent. Même si on en a vu certains comme Raplume, je pense, qui notamment sur leur chaîne YouTube sont mis aussi à essayer de faire du contenu éditorial, des stories, raconter des choses aussi. Donc on entre un peu dans une phase 2, je pense, des médias rap, où il commence à y avoir aussi des choses en dehors du fait de juste dire Damso sort un nouvel album, quoi. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On était avec Brice Bossavi et Zo de l'ABCDR du son.